C'est parti pour le point actu du jour grâce au site de Cocotland comme d'hab. Aujourd'hui au programme des trucs plutôt intéressants. On va commencer par des chiffres qui nous intéressent. Euh, les revenus et les jeux les plus populaires sur Steam en 2020. C'est intéressant, hein, vraiment. Et c'est marrant de les avoir si tôt, même si j'imagine que c'est encore pas totalement complet, vu qu'on n'a pas fini l'année. Mais c'est quand même très intéressant. On continuera avec plus d'informations sur la future architecture Lovelace de Nvidia. On nous parle déjà ici des 4000, des 4080 et des 4090, ou des 4080 et 4090. Doucement, hein, doucement quand même. On continuera avec le test d'une souris. Vu le nom, on imagine encore une souris légère. Salut Marlar. On aura ensuite des petites news sur la prochaine génération de processeurs Intel avec des informations sur le i7 qui est comparé au Ryzen 7. Ah, ça arrive déjà la guéguerre entre Intel et AMD. On l'attendait, elle arrive. Petit bon plan pour continuer avec un jeu offert sur l'Epic Game Store. Et oui, l'Epic Game Store continue de nous offrir un jeu par jour, ça régale. Honnêtement, un jeu par jour, c'est quand même pas mal, hein. On apprécie. Petite news un peu plus insolite avec 500 000 cartes graphiques série 30 retrouvées dans un container en Corée du Sud. 500 000 ans. Ça fait un container plein. Plein. Donc voilà où sont passées toutes les cartes que les gens attendaient. 500 000, c'est quand même énorme. On aura une petite mise à jour sur un Ventirad qu'on a déjà vu, un truc plutôt classique, tout en noir. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent nous dire en plus comme mise à jour, parce que clairement, on l'a vu. Je crois qu'on n'avait pas de date et pas de prix, mais à part ça, ça reste quelque chose de plutôt classique. Une petite news qui est plutôt intéressante, et on avait entendu des rumeurs, la compatibilité entre les cartes mères compatibles avec les processeurs Intel actuels et la future génération de processeurs Intel. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Jusqu'à maintenant, fallait racheter un nouvel appareil compatible à chaque fois. Il semblerait qu'il s'inspire d'AMD et qui voit l'intérêt, en tout cas l'intérêt qu'ont les consommateurs pour ce genre de petites features, parce que y en a marre de racheter des cartes mères à chaque fois, surtout que en général on investit dans des cartes mères qui sont quand même plutôt solides et qui peuvent tenir en général facilement plusieurs générations. Donc c'était un peu poussé à la consommation et il y en avait un peu marre. C'est cool qu'ils changent un peu, ça fait plaisir. Ou plutôt qu'ils reviennent à ce qui était la norme avant. Mais bon, c'est une autre histoire ça. On continuera avec un boîtier Aorus, donc plutôt haut de gamme. On va voir à quoi il ressemble et à combien il est, mais souvent Aorus c'est quand même pas très accessible. Souvent c'est quand même on vise les gros portefeuilles et les gros budgets. Mais c'est intéressant de voir aussi ce qu'ils ont mis comme tech dedans, vu qu'on se veut plutôt haut de gamme, souvent on met des petits trucs sympathiques. On aura une petite news software pour de l'overclocking. Alors si vous connaissez pas, on va en parler vite fait, mais c'est quand même assez de niche. Non, on va en parler vite fait. Une petite carte mère pour continuer avec du Gemini Lake. Alors, j'avoue que je sais pas à quoi correspond les Gemini Lake. Je sais pas trop ce que c'est comme processeur, mais visiblement c'est du Intel, vu le nom.
Petite news insolite sur la PS5. Quoi? Une PS5 avec 20 kilos d'or et des manettes en cuir de crocodile. Qui a fait ça? Pourquoi? Pourquoi faire ça? Arrêtez. 20 kilos d'or. Genre dans la console. Quelle horreur. Quel abus total. Et on finira avec une petite carte graphique tout de même. Il faut un peu de carte graphique. Hein. Une 6900 XT qui ne sera pas disponible chez Gigabyte. Un petit radiateur de SSD M2. Alors ça c'est pareil, hein, ça reste c'est toujours marrant, mais en vrai l'intérêt c'est un peu compliqué. Souvent en plus c'est intégré sur les cartes mères dès qu'on atteint certaines gammes de cartes mères. Donc je sais pas. Et on finira avec de la DDR4 qui a du RGB. Attention, pas n'importe quelle DDR4, elle a du RGB. Sinon, ça restera quelque chose d'assez classique, à part visuellement. On commence tout de suite, parce qu'on a quand même quelques trucs sympas à traiter, et la première news est quand même très intéressante. Un petit récapitulatif des plus gros revenus et des jeux les plus populaires sur Steam en 2020. C'est quand même plutôt sympa de l'avoir si tôt en plus. On n'a même pas fini 2020 qu'on a déjà les bilans. Donc, du côté des jeux les plus joués, on a Dota 2, Among Us. Bon après, Among Us est vraiment pas très cher. Ça aide aussi, il a été démocratisé par le streaming en majorité. Dota 2, il est payant ou pas? Je crois pas. C'est payant Dota? Pas sûr que ce soit payant. Pour moi, enfin, je pense que c'est gratuit comme League of Legends. Je pense. Donc déjà, ça aide à être dans les jeux les plus joués. Terraria, je ne connais pas. Donc je sais pas quoi en dire. Cyberpunk, bon bah c'est Cyberpunk, hein. Trop de gens l'attendaient. Voilà quoi, c'est pas vraiment étonnant. Vu les chiffres qu'il a fait à sa sortie, ça aurait été plutôt bizarre qu'il soit pas dans le top. Après, les autres, bah, on retrouve des noms de jeux en ligne. Donc déjà, Monster Hunter World et CSGO. Voilà, c'est pareil, c'est des jeux où tu peux jouer pendant une année que à ce jeu-là et t'as pas besoin d'avoir de contenu additionnel, quoi. C'est un peu différent. Life is Strange 2, je l'ai pas fait, donc je sais pas. Et après, on a quand même des trucs marrants. On a Destiny 2 qui se maintient dans le classement avec, en ajoutant du contenu additionnel régulièrement. Mountain Blade 2, je ne connais pas. Destiny, c'est grâce à son ajout de contenu régulier. Hein, clairement, il arrive à se hisser dans ce... Bon, il n'est pas dans les premières places, mais c'est quand même pas mal. PUBG, jeu en ligne, donc c'est encore un peu différent, même si PUBG est... peut-être plus maintenant. Il est toujours payant, PUBG. Et GTA 5. Bon, après, GTA 5, c'est le papa. C'est le king. En vrai, il est incroyable quand même. GTA 5 qui est toujours dans le top des jeux les plus populaires. C'est quand même assez incroyable. Et en termes de revenus, du coup, toujours payant en PUBG. Hein. 30 € est quand même dans le top, ça aussi, c'est pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. En termes de revenus, on a Dota 2 grand gagnant. Alors, c'est assez... Bon, Dota 2, normal, on a vu le plus populaire et celui qui fait le plus de revenus, les microtransactions, c'est incroyable. Ça fait couler l'argent à flot. Là-dessus, aucun problème. Ensuite, on a GTA et Red Dead. Ça, c'est pas mal aussi, et ça, c'est aussi grâce aux microtransactions.
ça c'est sûr. Cyberpunk, incroyable, hein, quand même, quatrième juste, il vient de sortir, hein, il est sorti en décembre, il est quand même quatrième des jeux de l'année qui font le plus d'argent en moins d'un mois. Il est fort, hein. Comme pour les plus populaires, hein, d'ailleurs. Il est fort. Il y a un bon bail, hein. Mais quand même beaucoup de jeux, soit des jeux qui sont vendus en masse à des prix pas très chers, genre Among Us, soit des jeux à microtransactions, hein. Il n'y a que ça, hein. C'est fou, par contre, en termes de revenus. Comme quand on sait quel est le modèle économique qui rapporte le plus, hein. Il n'y a pas trop de questions, hein. Peut-être, sauf Doom. Doom, il y a des microtransactions dans Doom? Je crois pas. Ouais, mais en vrai, bon, moi j'ai participé aussi, je pense. Après, j'ai des jeux, mais j'ai des jeux que j'ai achetés depuis longtemps, donc peut-être pas en fait. Genre j'ai CS, mais c'est quand même, on voit une grande majorité de jeux à microtransactions. Euh, c'est assez fou, hein. C'est assez fou. CS, il est gratuit maintenant? Ok. Mais c'est pareil, hein, Dota, le jeu qui a rapporté le plus d'argent, les seuls trucs qui sont achetables, c'est de la cosmétique, hein. C'est ni du pay to win, ni du pay to fast, hein. C'est uniquement du cosmétique. Parce que c'est des jeux à volonté e-sportif comme PUBG, comme Rainbow Six et CS. C'est des jeux qui sont dans le classement avec des systèmes de microtransactions uniquement cosmétiques. Et ils sont quand même dans le classement. Donc c'est assez fou. Donc voilà, on sait clairement, quel est le modèle économique le plus efficient. Euh, on, on a les clés. Après, il faut aussi faire un bon jeu. Il faut aussi faire un bon jeu qui, en gros, pour qu'il y ait ce genre de système avec des microtransactions purement cosmétiques, il faut que derrière le jeu ait un aspect compétitif, que les gens s'y intéressent, que les gens y jouent, et du coup que les gens aient envie d'y mettre de l'argent, vu qu'ils y jouent. Donc faut quand même faire un bon jeu. Mais vive les microtransactions, hein. Malheureusement, les studios ils ont bien compris, hein. Oui, bien sûr, mais tout ça, enfin, la bonne promo, elle va de soi. Dans la plupart des sorties de jeux de gros studios, il y a la moitié du budget, c'est la promo, hein. Donc la bonne promo, elle va de soi. Et le contenu régulier, ça dépend, hein, plus ou moins. Regarde Counter-Strike, contenu régulier, il n'y a pas de contenu régulier, hein. Il n'y a pas de contenu, hein. Mais l'aspect compétitif compense tout le reste, quoi. Et après, c'est un vieux jeu aussi et tout, mais après, en vrai, le contenu régulier, c'est plus pour qu'il y ait une continuité de l'intérêt compétitif. Comme, en gros, dans Counter-Strike, il n'y a pas vraiment besoin, ou sur des trucs vraiment très petits, mais sur d'autres jeux, du genre League of Legends, et ben, il faut un renouvellement de la méta pour garder un intérêt à la compétition, sinon ce serait toujours la même chose et les gens en auraient marre. Mais, et aussi combler les lacunes de chaque modification. Mais bon, en tout cas, c'est un système qui marche très bien, mais, mais pas adapté à tous les styles de jeu, malheureusement. Euh, Enfin, malheureusement, peut-être pas pour nous, mais pour les studios, en tout cas, vu comment ça marche bien. Parce que bah, un jeu solo, par exemple, compliqué d'avoir des microtransactions en pagaille, quoi.
Après, on n'est plus sur des histoires de Season Pass. Enfin, voilà. En tout cas, on sait quel jeu marche bien sur Steam. Tout ça n'est que Steam aussi, hein. Il existe d'autres plateformes et du coup, certains jeux ne sont pas disponibles sur Steam, donc ne rentrent pas dans le classement. Donc ce n'est que un aperçu et pas une idée totale des ventes, enfin de la popularité des jeux, clairement. On continue avec des cartes graphiques du turfu, parce qu'on nous parle ici des séries 4000. Donc on a vu le nom de code sera Lovelace. Après Ampère, on passe à Lovelace qui, si vous vous souvenez bien, est du coup la première codeuse de l'histoire. Donc c'est cool en plus de mettre en avant une femme, en vrai. Ce qui est assez peu le cas dans l'informatique, hein, on va pas se mentir. Codeuse. Oui, une personne, tout à fait. De prénom Ada et de nom Lovelace. En gros, c'était une mathématicienne. Hein. À cette époque-là, pour être codeur, fallait être mathématicien. Et du coup, on nous parle ici des cartes, plus précisément des 40-80 et 40-90, donc le haut de gamme, c'est normal, on nous parle toujours de ce qui se fait de mieux, d'abord, pour nous mettre l'eau à la bouche. Donc ce sera, en vrai, ce sera plus puissant, ça on le sait, on nous donne des teraflops, on nous annonce une puissance brute de 66 teraflops contre 38 pour ce qu'on fait actuellement sur les dernières générations, au mieux. On change de finesse de gravure, on passe sur du 5 nanomètres. Ça, ce point-là est très intéressant. Aujourd'hui, on est sur du 8 nanomètres. En vrai, on s'en fiche un peu. Oui, puissance quasiment doublée théoriquement, effectivement. Mais ce process de 5... Après, les puissances, ça reste des données à prendre avec des énormes pincettes. Pour l'instant, on est vraiment sur de la fuite d'informations et du marketing, donc à voir. Mais par contre, le 5 nanomètres, ça c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'ils vont faire un appel d'offres pour graver leur... Merci Clochard Furtif pour ton abonnement. Et le pingouin. Donc ils vont faire un appel d'offres. Un appel d'offres pour savoir qui va faire leur puce. Parce que Nvidia les conçoit, mais c'est pas eux qui les fabriquent. Du coup, potentiellement, ça peut faire baisser les prix. Après, à voir si du coup, la différence, ils le prennent en marge supplémentaire ou si on en profite nous aussi un peu. Mais en théorie, ça fait baisser les prix. Parce que forcément, plusieurs personnes sont intéressées pour faire les puces de Nvidia. Hein. Clairement, Nvidia pèse dans le milieu. Ils sont très très chauds. Très très chauds pour faire leurs puces. Ça représente beaucoup d'argent et nous, n'importe quelle boîte a envie d'avoir, en plus d'être mis en avant par Nvidia qui a un rayonnement clairement monstrueux à l'international dans le milieu de l'informatique. Donc peut-être des cartes graphiques moins chères. Bah, on approche jusqu'à ce qu'on découvre autre chose. De toute façon, on trouvera d'autres trucs. Oui, effectivement, on pourra pas graver toujours plus finement. Ça va poser des problèmes. Mais 5 nanomètres, on sait faire. On sait faire. Merci pour le cadeau de Noël. On continue avec une souris HyperX qui s'appelle la Pulsefire Ast. Ast ou Aist? Aist, peut-être? Mon anglais n'est pas parfait. Donc on est sur de la souris légère, hein, 59 grammes. 59 grammes, 59 €.
Pas mal ça, pas mal le marketing. Bien pensé. 59 grammes, 59 euros. C'est plutôt, enfin c'est dans la moyenne en général. On a vu les souris d'hier, pareil, hein, dans les mêmes prix. Ce coup-ci, malheureusement, on a des trous. Enfin, malheureusement, ça dépend si vous aimez ou pas les trous. Mais c'est quand même assez particulier. Après, c'est le meilleur, enfin c'est le moyen le plus simple hein, pour gagner du poids. On enlève de la matière et ça pèse moins lourd. Eh, pas bête, hein. On a la présence des boutons sur le côté. Je ne sais pas si on a des deux côtés. Non, on a uniquement les boutons sur la tranche gauche. Donc pas ambidextre. C'est dommage ça parce qu'elle a l'air... elle est symétrique. Sinon. Mais bon. Ça fait quand même penser à beaucoup d'autres souris, hein. Là, sur le design, avec ces trous, c'est quand même assez récurrent. On pourra penser à d'autres marques qui font quelque chose de très similaire. C'est à 59 euros, après faudrait la tester, hein, clairement. La souris, c'est vraiment chacun a sa souris qui lui convient. Et c'est assez personnel, la souris, je trouve. Il y a des trucs comme, je sais pas, les écrans, même à la limite les claviers, même si le clavier, ça est déjà un peu plus personnel, mais la souris, c'est quand même aussi en fonction de la morphologie de votre main. Donc le mieux, c'est quand même de tester. Après, c'est quand même compliqué de tester une souris. Elle est assez simple. Il y a la présence de ces trous. Elle est symétrique. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même plutôt fait pour s'habituer à tout le monde. Un petit peu de RGB, mais vraiment très léger sur la molette. 59 euros, c'est ok en vrai. C'est fait pour du gaming, hein, clairement. Ça fait seulement 59 grammes. C'est très léger, hein. Je sais pas combien pèse votre souris, mais 59 grammes, c'est très léger. Et c'est pas très très cher. Après, c'est une souris filaire. Faut pas, on peut pas tout avoir. On continue avec la 11e génération de processeurs Intel. Et plus particulièrement le Core i7. On nous a parlé précédemment du i9 en nous disant ouais, il y aura 2 cœurs en moins. On nous dit il y aura 2 cœurs en moins, mais il sera quand même mieux. C'est quand même marrant, hein. Mais on nous dit 2 cœurs en moins, mais vous inquiétez pas, il sera mieux. On veut bien les croire, on imagine qu'il sera mieux, sinon ce serait quand même un sacré échec. Ici on nous parle du i7, du coup on le compare forcément au Ryzen 7, qui est le concurrent direct. On y retrouve les 8 cœurs et la possibilité de faire x2. Ça ne change pas. On reste en 14 nanomètres. On reste en 14 nanomètres, mais... ça, on le savait déjà. Le processeur AMD est en 7 nanomètres, mais ça aussi, on le sait déjà. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus, AMD. Après, ils n'ont pas les mêmes fournisseurs. Parce que, de toute façon, en 14, ça semble un peu dépassé pour tout le monde, hein. On ne sait pas trop pourquoi ils sont encore en 14, mais... bref, ça devrait changer dans la 12e génération normalement. Bon, ici on nous dit, clairement on nous dit, ouais, il est meilleur, hein. Il est carrément meilleur, ok. Alors, pour faire simple, il est effectivement meilleur sur des outils de benchmark. Mais ce qui est... oula, ok. Ce qui est bizarre, c'est que du coup, moi il y a juste un petit truc qui me pose des questions. C'est que du coup ici on nous présente un processeur avec 8 cœurs.
Et on nous a aussi dit que la gamme d'au-dessus, qui sera le i9, sera aussi avec 8 cœurs. Donc pourquoi faire deux gammes, 8 cœurs parce qu'en général, il y a quand même une différence au moins entre 150 à 300 euros entre le i7 et le i9. Tout dépend des versions, mais en général, c'est à peu près ça. Du coup, si c'est payé 150 à 300 euros de plus pour avoir, je sais pas, 0,3 GHz en plus, ça vaut pas le coup, hein. Personne va faire ça, hein. C'est un peu bizarre, non? Mais en tout cas, ici, on nous dit, on nous montre qu'il fait des meilleurs scores sur des outils de benchmark en monocœur et en multicœur que le 5800X, donc le dernier le dernier Ryzen 7 d'AMD, et qu'il est aussi meilleur en monocœur que le i9 10e génération. Ça, normal, on nous a annoncé une hausse de IPC d'instruction par clock, d'instruction par tour d'horloge en français. Donc forcément, en monocœur, il sera forcément plus performant. Enfin, ou sinon, il n'y a pas d'évolution. Et donc voilà. En vrai, il reste moins efficace en multicœur que le i9 10e génération. Le i9 10e génération, on le rappelle, a 10 cœurs, la possibilité de passer jusqu'à 20 cœurs logiques. Donc c'est normal qu'il soit en dessous, hein. C'est normal qu'il soit en dessous. S'il l'était pas, ce serait bizarre. Euh, du coup, en termes de fréquence, on est 4,6 GHz en boost sur tous les cœurs et 5 GHz sur un seul cœur, des fréquences plutôt élevées, clairement. Après, à voir comment il s'en sort avec la température et la consommation à ces fréquences-là. Sûrement aussi des efforts, j'imagine, qui travaillent dessus, parce que là, il va falloir. Mais du coup, juste cette petite question, le i9, où on va le placer en termes de gamme, pas sûr, hein. Pas sûr de savoir où il va, hein. Ou alors à des prix très proches du i7. Parce que clairement, on va pas avoir un i9 qui a deux fois les fréquences du i7, ni une fois et demie, hein, d'ailleurs. En fait, c'est ça l'histoire. Là, on voit, il va à 4,6, vous n'allez pas avoir un i9 qui monte à 6,5 GHz, hein. Non, 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 ça n'arrivera pas. Donc, juste voir. Juste voir, on apprendra dans le futur. On apprendra. Mais un peu étrange. Un peu des questionnements là-dessus. On aura les réponses, hein, on aura les réponses. Après, à voir si c'est un bon choix ou pas, mais on aura les réponses bientôt, parce qu'on nous a annoncé mise en production à partir de mi-janvier. Donc, déjà fin janvier, on devrait avoir les bons détails techniques qui devraient commencer à nous parvenir. On continue avec un bon plan sur l'Epic Game Store. Un bon plan sur l'Epic Game Store, comme tous les jours d'ailleurs. L'Epic Game Store vous offre un jeu. Aujourd'hui, jusqu'à 16h59, vous pouvez récupérer Stranded Deep. C'est un jeu de survie sur une île. Voilà, une île. J'imagine, on est tout seul sur une île et on doit survivre. À voir ce que vous allez trouver sur l'île. J'ai jamais joué, pas trop de jeu de survie, mais apparemment c'est un bon jeu. Donc si le style vous tente, de toute façon dans tous les cas, ajoutez-le à votre bibliothèque, ça ne coûte rien. Moi je l'ai fait même si c'est pas trop mon style de jeu, on sait jamais. Si jamais je sais pas à quoi jouer et c'est le dernier truc qui me reste, et bah ça peut toujours servir. Donc allez-y, c'est gratuit. Ça régale en vrai. En vrai ça régale, c'est gratuit. On va pas se plaindre. On continue avec une petite news un peu atypique. On nous parle ici de 500 000 cartes graphiques RTX 3000 retrouvées dans un container en Corée du Sud. Comment ça? Comment ça? 500 000. 500 000, ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup.
Donc, on sait que tout est assemblé, enfin tout vient d'un peu partout. Ouais, ouais, moi aussi j'en ai bien une ou deux, mais bon, c'est pas le problème. Ici, on est en Corée du Sud. Corée du Sud, mère patrie de Samsung, qui produit les fameux GPU, hein. De toute façon, on sait, 8 nanomètres, c'est eux. Du coup, comment on passe de tout le monde en a besoin, on n'en produit pas assez, à on en paume 500 000 dans un container. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Aïe aïe aïe. Du coup, une explication ou alors il y a juste quelqu'un qui a rempli la mauvaise adresse sur le bon de livraison? Ok, enfin, juste de l'incompétence des gens, quoi. En vrai, juste de l'incompétence des gens. C'est n'importe quoi. Bon, franchement, là, c'est n'importe quoi. Donc voilà, les gens qui sont en galère de série 3000, vous pouvez envoyer un petit message au port ou à Samsung en Corée du Sud et vous pouvez vous plaindre. Regardez tous ces cartons avec le logo Nvidia là. Regardez, 500 000. 500 000 cartes. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas rempli les listings et les registres pour pouvoir les expédier et que du coup, ça reste bloqué. Voilà, l'incompétence. Donc on commence à avoir les clés de ces blocages mondiaux de composants et franchement, bon encore les problèmes de matières premières, je veux bien comprendre, mais ce genre de truc beaucoup moins. On va pas en parler plus que ça parce que c'est un peu énervant, mais c'est ouf. C'est ouf, je suis bien d'accord. Petite news, enfin petit complément de news, parce qu'on en a déjà parlé de ce Ventirad, donc voilà, hein, plutôt classique à part son nom de caloduc pour transporter la chaleur. Il s'appelle Mugen 5 Black Edition, Mugen 5 Black Edition. On peut y mettre deux ventilateurs, un de chaque côté. Oula. Toc toc toc. Du coup, dernière news. Ah, en vrai, une date et un prix. Ok, on prend. 2021 en Europe et aux USA. Alors, par contre, ah non, mars 2021. Ok, mars 2021 en même temps que l'annonce pour l'instant des processeurs 11e génération. Donc, ok, et 60$. Donc, pour les États-Unis, à voir combien ce sera chez nous. Du coup, c'est quoi? On prend quoi? On prend 20% de taxes. Moi, je sais pas, c'est combien les taxes? Du coup, les taxes, c'est quoi? C'est la TVA? Il y a combien de TVA sur le matériel informatique? C'est une bonne question, ça. Parce que les taux de TVA, c'est variable suivant les trucs, non? Parce que si on prend 20%, ça fait du coup 72€ chez nous. Ce qui est plutôt cher, hein, 72€ pour un Ventirad. Je suis désolé, je suis pas économiste moi non plus. Donc je sais pas exactement. Je me renseignerai d'ailleurs. Ça c'est un bon truc à savoir. Parce qu'en gros je sais que il y a au moins la TVA qui a un taux variable suivant sur quoi c'est appliqué quoi. Et j'avoue que je sais pas trop de combien est la TVA sur le matériel informatique. Mais j'irai me renseigner. Ça nous donnera une idée. Mais en gros si on prend 20% ça fait 72€. Si on prend le 1$ pour 1€ et c'est cher. Voilà. Voilà ce que j'en pense. 72€ c'est trop cher. Parce que des ventirades comme ça, il en existe pour moins cher, qui sont performants et tout. Donc ce serait trop cher. Ou alors pour 72€, il faut au moins 2 ventilateurs. Et là, peut-être qu'à la limite, on peut se dire que c'est ok. Et encore, ça resterait un peu cher. Mais intéressant. J'avoue qu'en plus, je connais pas trop la marque et j'aime bien le nom. Ouais, je sais que c'est nul comme argument, mais j'aime bien le nom, le Mugen 5. Ça me plaît bien. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à quelque chose, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Mais ça me fait penser à quelque chose.
On continue avec mise à jour compatibilité BioStar qui annonce que les cartes mères Z490 de leur marque seront compatibles avec les futurs processeurs Intel Core 11e génération. On avait déjà, Intel avait déjà plus ou moins sous-entendu l'idée que ils allaient arrêter de faire des nouvelles cartes mères obligatoires à chaque truc quand ils changeaient pas de finesse de gravure. On aime bien l'idée aussi et c'est cool. Et en vrai, j'ai envie de dire il était temps, hein, parce qu'une carte mère, une bonne carte mère, ça tient longtemps. Donc pour les gens, c'est pas mon cas, mais pour les gens qui changent à plus ou moins toutes les générations, c'était un peu embêtant de devoir changer de carte mère à chaque fois. Là, ce sera pas le cas, ça régale, et toutes les autres marques vont le faire, hein. Il y a juste, on a un peu le temps avant que les processeurs sortent, mais ils ont l'air plus déterminés que chez AMD où on voit ça a pris son temps. Je sais pas si tout le monde a fait les mises à jour, mais certains ont pris leur temps pour le faire. Là, visiblement, ça annonce très vite, hein. Les processeurs ils sortent en mars. Donc ça annonce très vite. On continue avec un boîtier plutôt orienté haut de gamme, un boîtier Aorus, le C700 Glass. Donc on imagine une fenêtre. Oui, une fenêtre. Allô? Il y a un problème toxique? Toxique, il se parle à lui-même dans le chat. T'as pas de son? Bah, refresh, hein, mon pauvre. En vrai, moi je vois que j'envoie du son. Aïe aïe aïe, pas de son, c'est embêtant. T'inquiète, y a pas de problème, y a pas de problème. Donc, ce boîtier plutôt agressif, un look plutôt agressif, du RGB un peu partout, mais pas non plus trop. C'est assez maîtrisé. Après, vous choisirez, j'imagine, les couleurs que vous voulez, j'espère. À voir si en façade on a juste le logo Aorus ou un écran paramétrable. Mais vous pourrez tout mettre dedans, hein. En vrai, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il est très grand. Il est très très grand par contre. 714 par 301 par 671. Il est énorme. Il est énorme par contre, vraiment. En termes de connectique, on a 4 ports USB 3.0, un port USB type C, une sortie HDMI, un bouton pour le RGB et un interrupteur pour la gestion des ventilateurs. Donc on a tout. On a un look très clairement orienté gaming. Des bouches d'aération, de ventilation partout, quoi. Vraiment. On a cette fenêtre qui est... C'est un peu marrant parce que souvent on a l'habitude des fenêtres, elles sont du coup carrées, machin. Là, il y a un petit découpage assez atypique. Sinon, dedans, vous pouvez tout simplement tout mettre. Vraiment tout mettre, même votre carte graphique à la verticale si vous aimez ça. En termes de ventilation et de water cooling, on a déjà de base, on a 5 ventilateurs déjà de base, 3 à l'avant plus 2 à l'arrière, voilà. On peut mettre 3 ventilateurs de 120 ou 140 en haut, jusqu'à 3 ventilateurs de 140 en haut, hein. C'est on peut pas mettre de chicken wings. Et non, ce n'est pas un KFC. Mais ouais, on voit la place énorme. On a on a le rack pour les disques durs.
On a les passages de câbles. On a le cache pour l'alimentation. On a les platines. 3 platines à l'arrière pour y mettre d'autres disques durs. Vraiment très complet. Même regardez le nombre de connectiques que vous avez sur le dessus. C'est un vrai monstre. Hein. C'est un vrai monstre. On va aller voir. Est-ce qu'on a... Boum. Regardez avec du contrôle, enfin de l'ARGB là, tout est... C'est beau quand même, c'est beau. En vrai, il y a un peu du RGB de partout, mais c'est soigné. Ça fait pas trop. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez en termes de couleur et tout, mais on n'a pas de prix, hein, c'est ça que j'aurais aimé voir, mais j'imagine que non. Et non, pas de prix. Hein. Dommage, j'aurais bien aimé savoir, mais à mon avis, il est quand même très cher. Hein. En fait, j'ai du mal à savoir jusqu'à combien il peut être cher. Mais c'est beau. En vrai, c'est beau, c'est un boîtier que beaucoup de gens aimeraient bien avoir. Et en plus, tellement complet en termes de connectique et de compatibilité. Même en termes de ventilateur. Hein. Déjà 5 de livret. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. On n'a pas de prix, pas de date. Mais on en aura sûrement dans le futur. Et on continue. Mais le prix, c'est un peu un problème. Parce que en vrai, c'est forcément c'est du haut de gamme déjà, il est très complet tout ça, donc il est forcément cher. Mais est-ce qu'il est cher du genre 200-250 euros ou est-ce qu'il est cher du genre 300-400 euros? C'est quand même pas pareil. Et en fait, tout est possible. Tout est possible. Parce qu'il y a vraiment des boîtiers qui coûtent même jusqu'à 500 euros. Ça existe clairement. Et vu que c'est du Aorus, c'est quand même orienté plutôt haut de gamme. Parfois, ils font des produits vraiment très haut de gamme. Là, j'ai un peu du mal à savoir si ça va être quelque chose qui va être vendu en 4 exemplaires ou s'il va y avoir quand même une vraie prod et un prix tout de même accessible. Et tout est possible. Mais on le saura, on le saura. Je surveillerai le produit et dès qu'il y aura un prix, je vous l'annoncerai. Et peut-être qu'on pleurera tous ensemble, mais c'est pas grave. On continue avec du software. Du software. Oula. ça bégaye. Ça bafouille. Donc un petit soft qui permet de... en gros d'optimiser votre overclocking avec une partie automatique et une partie manuelle où vous choisissez vos propres paramètres. Donc pour les gens qui sont apprentis bidouilleurs, qui veulent un peu aller explorer ça et tout en gardant une certaine assistance et des sécurités sans toucher trop à tout ce qu'on comprend pas, ça peut être un premier pas pour découvrir ce qu'est l'overclocking et tout ce qu'il faut savoir dessus, parce que c'est quand même quelque chose de très compliqué, où il y a plein de trucs à toucher et on peut faire plein de bêtises, mais c'est très intéressant. Et sinon, pour les gens qui essayent de grappiller un peu en performance et qui n'ont pas trop envie de s'y intéresser, ça peut aussi être une solution. C'est un logiciel qui s'appelle CTR et voilà, c'est disponible ici, sur cette news ou ici. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Je voulais en parler parce que j'avoue que je savais pas trop qu'il y avait... Je me suis jamais trop intéressé personnellement et bon, j'imaginais que ça existait, mais j'avais jamais trop vu de petits softs qui assistaient à l'overclocking. Or, les trucs faits par les marques. Du coup, je trouve ça marrant et je trouve ça sympa qu'il y ait plein de petits paramètres et j'imagine d'explications aussi et pourquoi pas de tutoriels sur internet, voire YouTube. Donc c'est cool.
On continue avec de la carte mère, de la carte mère 2 mini ITX en Gemini Lake. Alors du coup, ok, la marque c'est ECS, je ne connais pas. Le nom de la carte c'est GLKD-HTI. Voilà, je ne commenterai pas ce nom. Vraiment, faites un effort. Format mini ITX, donc tout petit. Les processeurs Gemini Lake, je ne sais pas ce que c'est. J'ai vraiment aucune connaissance sur cette news, c'est incroyable. On va voir à quoi ça ressemble. Ah oui, d'accord, là on est sur du format minuscule. On est vraiment sur du format minuscule. Mais du coup, le processeur est intégré. C'est ça. C'est ça l'histoire. Parce que là, on dit que on a une partie graphique HD 600, donc ça veut dire qu'il y a un processeur qui donne cette partie graphique, avec une sortie HDMI limitée à du Full HD. Là, on voit toutes les connectiques, machin. On a de l'USB 3.0, du port Ethernet, sortie HDMI, du jack pour le son. On peut y mettre de la DDR4 format portable. Et un emplacement M2. Et un port SATA. Et un deuxième M2 pour une carte Wi-Fi Bluetooth. Mais du coup, c'est un processeur intégré. Là, c'est pareil, on a... Ça, par contre, c'est un peu nul. Ça, c'est des petits objets plutôt marrants et plutôt sympas. Là, on comprend qu'on nous donne une carte mère avec un processeur où il suffit de rajouter de la RAM et un espace de stockage et un système et une alimentation pour que ça démarre. Donc c'est cool, c'est marrant. On sait que ça va être des produits qui sont normalement pas ultra performants. Ça a l'air tout petit, je suis d'accord. Après c'est du mini ITX, hein, donc de base c'est quand même pas grand. On sait que c'est censé être des produits plutôt accessibles et qui peuvent donner envie aux gens. Et là on nous fait une annonce, ni date, ni prix, avec ce qu'il y a comme connectique. Bon ok, il y a plein de connectiques, c'est cool, mais il n'y a pas de révolution. C'est de la connectique standard, on nous aurait juste dit il y a toutes les connectiques, ça aurait suffi. Pas de prix, pas de date. Franchement, donnez-nous au moins un prix, pas de date si vous voulez. Un prix, une estimation du prix. Pour donner envie aux gens. Là, on voit juste une petite carte. Bon, ok, elle est fun, elle est toute petite, elle a toutes les connectiques, elle fera le taf pour de la bureautique simple, mais on sait pas combien ça coûte. Et ça, c'est un problème. Comment on peut envisager quelque chose si on sait pas combien ça coûte? Ni quand ça sort, ni combien ça coûte. L'objet est intéressant. C'est dommage. Faut travailler la communication. C'est important la communication. Regardez, une PS5 avec 20 kg d'or et des manettes en cuir de crocodile. Ça, c'est de la communication. Ça, c'est du titre pour cliquer dessus. C'est un titre aguicheur. Ça n'importe qui là, même quelqu'un qui s'en fout de la PS5, qui fait quoi, 20 kg d'or et du cuir de crocodile? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh bah ça, je sais pas, hein. Je préfère qu'il y ait peut-être pas de prix là. Déjà, juste au prix des 20 kg d'or, ça fait mal, hein. Et sachant qu'on est sur de la pièce unique. Donc, chez Caviar, qui doit être une marque de luxe, comme son nom l'indique. Donc 20 kg d'or, pourquoi pas. Ah oui, tout de même. Donc ici, on voit le cuir de crocodile. On voit l'or, les petits logos Caviar qui régalent. Après, je sais pas, hein, moi je vous avoue que bon, c'est marrant comme ça, mais en vrai, non, par contre, eux ils rigolent zéro. Mais je sais pas si au quotidien j'aimerais avoir ça, hein. Pas sûr.
Pas sûr. La manette doit être lourde. Alors, bah, on sait pas si c'est du vrai or sur la manette, hein. On nous a parlé du cuir de crocodile sur la manette, mais on n'a pas de tarif, bien sûr, vu que c'est une pièce unique. Juste en termes d'or, il y a 18 000 $. Hein. Voilà. Juste en or, juste 20 kilos d'or, 18 000 $. Mais en vrai, en vrai, je sais pas. Hein. Je sais pas. Pas méga convaincu par cette news, mais vous voyez, on clique dessus. C'est ça la communication, on clique dessus, même si on n'est pas convaincu, on a cliqué dessus. Et juste en voyant le titre, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est des petits objets atypiques, c'est normal, elle vient de sortir, les gens vont la décliner, en faire des objets d'art. C'est un objet d'art, hein, du coup, c'est plus une console de jeux vidéo. Non, les carats de l'or, c'est sa pureté. Les carats dans l'or, c'est sa pureté. Donc, je sais plus, je crois que c'est de l'or 36 carats, c'est de l'or pur. Ça doit être une histoire comme ça. Ça, c'est un truc que je m'étais déjà renseigné parce que je comprenais pas la différence entre les carats dans l'or et les carats dans les diamants. Donc, voilà. Et du coup, j'ai appris, voilà, je vais vous partager ma science. J'ai appris que dans l'or, les carats, ça désigne la pureté. Et dans les diamants, ça désigne une taille, un poids ou une masse, quoi. Donc, rien à voir. Voilà. Voilà, je partage un peu ma science, ça me fait plaisir. Euh, on continue sur des choses un peu plus informatiques avec une 6900 XT Gaming OC chez Gigabyte. Stylée, mais elle sera pas disponible tout de suite en tout cas. Donc voilà, hein. Sinon elle ressemble bah, beaucoup d'autres 6900, 6800, tout ça, hein. Là-dessus, pas très atypique. Je sais même pas si on a du RGB. On a les 3 ventilateurs. On a 2 slots en hauteur. 286 mm de longueur. Ça va, c'est ok. C'est ok. C'est grand, hein, mais ça reste ok. Par contre, 3 connecteurs d'alimentation, ça c'est beaucoup. Pas de tarif et pas de date. Pas de tarif, pas de date, mais ça va arriver, ça va être débloqué dans plus ou moins longtemps. Pour AMD, ça a l'air d'être quand même plus compliqué que du côté de Nvidia. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus en galère. Peut-être juste une impression, hein, je voudrais pas parler trop vite. Mais ils ont l'air d'être plus en galère pour avoir un retour de stock. Un retour de stock tout court en fait. Même pas un retour de stock solide, juste un retour de stock tout court. Et ça, ça annoncerait des mauvais temps à venir pour AMD parce que s'il n'y a pas de retour du tout, c'est qu'il n'y a pas de solution du tout, quoi. Même pas partielle. Et ça, un peu problématique. On continue avec un objet un peu marrant et on sait pas trop. C'est un peu toujours compliqué de savoir si ça a une vraie utilité. Mais ça existe. C'est un refroidissement M2. Donc un radiateur hein, en fait. Pour vos SSD M2. Donc ça ressemble à ça. Donc un échangeur thermique et un radiateur. Ça s'installe facilement via des clips. Ça c'est pas mal. Après, je sais pas, j'ai toujours un peu de mal à me dire. Déjà en plus, c'est de plus en plus intégré aux cartes mères. On n'a pas de prix, pas de date. Ça c'est un peu bête aussi. Sur des petits objets comme ça. À voir si toutes les cartes mères qui n'ont déjà pas de radiateur intégré seront compatibles. À voir. Mais je sais pas. Ça dépend du prix en vrai. Parce que sinon ça rend le truc plus joli.
Ça, on est d'accord. Parce qu'un SSD M2, en général, c'est juste une carte électronique. C'est pas le truc le plus beau du monde. Et pour les gens qui sont à cheval sur le visuel de leur config, ça peut être un petit accessoire. Après, en termes d'efficacité, enfin d'intérêt technique, tout dépend de la chaleur à l'intérieur de votre boîtier, mais ça reste limité. Et on finit avec de la RAM, de la DDR4 de chez HyperX, pas mal de news HyperX aujourd'hui. La Fury RGB en 2x16 Go à 3200 MHz. Donc compatible avec tout. On est à un tarif d'environ 195 € pour 32 Go. C'est dans la moyenne. En vrai, c'est pas si cher que ça, surtout en notant que déjà on a deux barrettes de 16 et que c'est des barrettes RGB. Donc en vrai, ça va, c'est correct en termes de prix. Bon, c'est même sûrement ARGB, hein, configurable et adressable. Mais 195 € c'est ok, hein. Moi je m'attendais à plus. En général, les barrettes RGB sont quand même très chères. Après, à voir si vous y voyez l'intérêt dans votre config, hein, ça c'est les goûts et les couleurs, et on se permettrait pas de juger. Mais en vrai, deux barrettes de 16 Go à 3200 MHz pour 195 € avec du RGB customisable, je trouve ça ok tiers. C'est de la bonne RAM, il n'y a aucun problème là-dessus. HyperX, c'est pas leur première barrette de RAM. Ils connaissent le métier. Donc au niveau qualité, vous avez aucun problème. Donc plutôt intéressant. En vrai, même moi, ça peut m'intéresser, hein, là comme ça. 32 Go, 195 €. Surtout à 3200 MHz, hein, donc on est sur déjà de la haute fréquence. Intéressant, vraiment intéressante. Et voilà qui conclut nos actus du jour. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire des retours via n'importe quel moyen, que ce soit les réseaux sociaux, sur le Discord, les messages, les MP, n'importe où. Je répondrai avec plaisir. Et voilà. Sachez que, comme la semaine dernière, je ne ferai pas de news ni jeudi ni vendredi. Vous comprenez tous pourquoi. Et que je reviendrai du coup pour l'actu le 4 janvier. Ça me fait bizarre de dire janvier, mais le 4 janvier 2021, incroyable. Et on changera d'horaire. On passera à 18 h pour l'actu. Parce que j'ai envie de changer. Voilà. Donc j'espère que vous serez aussi disponible à ces horaires-là. Mais ça me conviendra mieux. J'ai choisi 18 h comme ça me permet aussi de pouvoir garder le créneau de la Cup of the Day au cas où sous la main quand j'ai envie de la faire. Et du coup je préfère garder le créneau de la Cup of the Day. Voilà, c'est tout pour les actus du jour. Merci d'avoir regardé.